Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous! Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. On se lance, ça te va ? Ouais, parfait. Ok. Bonjour et bienvenue pour cet épisode spécial dans lequel on va décrypter les idées reçues les plus répandues sur les IST, les infections sexuellement transmissibles. Par exemple, j'ai entendu avoir une IST est très grave, plusieurs IST sont très dangereuses, ou je dois avoir un problème, j'ai une IST à chaque dépistage, ou encore les mecs qui prennent la PrEP sont des nids à IST. J'ai listé 9 préjugés comme ça, et pour déminer le vrai du faux, j'accueille le docteur Thomas Grunenwald. Salut Thomas. Bonjour Guillaume. Thomas, tu es médecin spécialisé en santé sexuelle gay au centre Le 190 à Paris. Et si les auditeuristes entendent ma voix un peu enrouée, ça n'est pas uniquement l'émotion de te recevoir Thomas, mais un méchant rhume qui me fera un peu tousser et renifler pendant cet épisode. J'ai ma tisane de gingembre accrochée à la main. Où est-elle ? Et tout va bien se passer. Et enfin, cet épisode a été réalisé en collaboration avec le soutien financier de SexoSafe, un dispositif de Santé publique France pour informer les hommes gays et bi sur leur santé sexuelle. Alors Thomas, je te propose qu'on commence par le préjugé que j'entends le plus souvent. Préjugé numéro 1, avoir une IST est très grave, plusieurs IST sont très dangereuses. Et moi, j'ai plusieurs auditeurs qui m'en ont parlé en disant « c'est pour ça que j'angoisse de faire un dépistage ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? On peut répondre que c'était le cas au début du siècle précédent, avant l'invention des antibiotiques. Mais depuis qu'il y a des antibiotiques, les IST, notamment syphilis, chlamydia et gonocoque, c'est l'affaire d'une prise d'antibiotiques, voire d'une semaine d'antibiotiques, et c'est réglé. Donc en fait, il n'y a rien de grave sur les IST. Ce qui est grave, c'est de ne pas se faire dépister parce qu'une IST non traitée, elle peut dégénérer. Il faut du temps pour qu'une syphilis dégénère, mais plusieurs mois, voire années. Une chlamydia, un gonocoque, en règle générale, ça peut donner une petite infection locale si elle n'est pas traitée, mais jamais rien de plus grave. Voilà. Donc, non, il n'y a aucune IST qui est grave actuellement et elles se traitent toutes très facilement et on les guérit très facilement. La seule IST sur laquelle il faut revenir, c'est l'hépatite B. Contre laquelle on n'a pas de traitement si le corps ne l'élimine pas seul spontanément. Mais contre l'hépatite B, on a la chance d'avoir un vaccin et donc j'incite tout le monde à se faire vacciner. Ouais, tu peux me rappeler, puisqu'on y est, parce que les 3 vaccinations, quand on est un homme qui a des rapports sexuels avec un homme, les 3 qui sont conseillés, hépatite B. Hépatite B, mais ça, c'est toutes les personnes qui ont des rapports sexuels, on conseille de faire de l'hépatite B, puisqu'il y a quand même 300 000 personnes en France qui sont porteurs de l'hépatite B, donc c'est pas rien. Le papillomavirus est intéressant pour éviter les condylomes et les infections à papilloma qui peuvent, dans des cas exceptionnels, dégénérer après une longue période d'infection en cancer. Donc là aussi, il y a un vaccin en 3 doses. Et puis l'hépatite A, qui est un autre virus qui attaque le foie et qui peut donner des infections fulgurantes du foie ou des infections qui peuvent durer 6 mois et qui fatiguent énormément.
En règle générale, on guérit tout seul, mais c'est quand même très, très fatigant. On termine par le VIH, qui lui n'est pas guérissable, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. On n'en guérit pas, c'est une maladie chronique aujourd'hui. Tout à fait. On peut le traiter et on le traite très très bien avec un comprimé par jour, mais on ne peut pas l'éliminer du corps, donc ce sera une infection à vie. Toi, tu reçois beaucoup de patients dans ton cabinet paniqués par le dépistage, comme ça, qui s'inquiètent d'une IST et qui ont mis du temps à arriver dans ton cabinet ? J'en reçois, mais c'est vrai que c'est toujours une angoisse pour les gens de recevoir les résultats de l'IST, des IST. Peut-être plus le VIH que les autres, mais quand même les autres IST sont angoissantes. Et donc moi j'annonce tout de suite dès qu'il passe la porte le résultat, parce qu'au moins on soulage la pression à ce niveau-là. Ce qui est étonnant, c'est l'urgence quand les gens vont se faire dépister en labo et qu'ils découvrent une IST, c'est l'urgence qu'ont les gens à vouloir se faire traiter. On vient d'en parler, il n'y a aucune IST qui est grave, donc il n'y a aucune urgence à se faire traiter le jour même, le lendemain. En règle générale, ça peut attendre la consultation qui était prévue la semaine suivante. Donc, parce qu'il n'y a rien qui va se passer en une semaine, il n'y a rien de grave qui va se passer. Et donc, c'est ça qui arrive surtout chez les gens, c'est il faut que je sois traité tout de suite. Mais je pense qu'il y a aussi une impression ou une envie d'être d'éliminer cette infection qu'on a en soi, de sentir, notamment quand on n'a pas de symptômes, mais de se dire quand même, je suis porteur de quelque chose, je suis un peu sale, et on va en reparler, je pense, un peu plus tard. Je nous rajoute un préjugé qu'on n'avait pas préparé, toi et moi, et qui est, je pense que j'ai pris un risque, vite, je me fais dépister. Ok. Tu vois à quoi je veux... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et je crois que c'est toi ou peut-être un autre médecin qui m'a dit, bah non, parce que période d'incubation. D'accord. Alors, on va parler de la période d'incubation. On prend ce gros sujet de la période d'incubation. Bah oui, ça veut dire, imagine, j'ai eu un rapport sexuel hier avec quelqu'un qui me dit être positif ou je sais pas quel pourrait être notre scénario. Mais si je vais me faire dépister trop rapidement, la période d'incubation n'ayant pas pu avoir lieu, mon résultat pourrait revenir négatif, alors que dans quelques jours, il le sera positif. Exactement. Alors peut-être qu'on va parler de la période d'incubation. La période d'incubation, il y a un temps entre le moment où le microbe rentre, que ce soit un virus ou une bactérie, rentre dans le corps de quelqu'un, qu'il s'y installe, c'est pas toujours le cas, qu'il s'y développe et qu'on puisse, avec nos techniques de labo actuelles, le trouver, s'il s'est développé de façon suffisamment importante. Et donc ça prend un temps variable en fonction des IST, et c'est ce qu'on appelle la période d'incubation. C'est le temps pendant lequel l'infection est en cours, mais on ne peut pas encore la trouver. Elle n'est pas détectable. Elle n'est pas détectable avec nos techniques de labo actuelles. Et ça évolue énormément parce que il y a 20 ans, les périodes d'incubation étaient beaucoup plus longues. Maintenant, les techniques sont de plus en plus fiables et précises et sensibles. Et donc, les périodes d'incubation diminuent. C'est notamment le cas du VIH. Il y a encore quelques années, on disait la période d'incubation du VIH, c'est 3 mois, c'est-à-dire qu'il faut faire un test à 3 mois pour être sûr que le test sera bien fiable et maintenant on est réduit à 6 semaines. Mais dans le cas des autres IST, genre gono, chlamydia, si j'ai pas de symptômes et que je me dis tiens j'ai peut-être pris un risque parce que mon partenaire me dit je suis positif et c'était hier, à la louche j'attends combien de jours Ça dépend de l'IST en face. Gonocoque, c'est 1 semaine. Okay. Chlamydia, c'est 15 jours. Syphilis, c'est comme le VIH, c'est 6 semaines. Ok. Donc, ça dépend du risque qu'on a pris et de l'IST dont est porteur le partenaire avec lequel on est. J'ai envie de dire, quand on a envie de faire un test parce qu'on a pris un risque, est-ce qu'il faut mieux pas faire un test maintenant pour savoir si soi-même, on n'est pas déjà porteur d'une IST qui n'a pas de symptômes et qu'on aurait pu transmettre au partenaire avec qui on vient d'avoir un rapport sexuel. Donc, dans les deux sens, ça fonctionne. Si la question, c'est juste de savoir si on a été infecté, il faut attendre le délai d'incubation, mais c'est toujours pertinent de faire un dépistage.
Bonne transition pour notre troisième préjugé. Pas besoin de me faire dépister, j'ai pas de symptômes. La plupart des IST ne donnent pas de symptômes quand même. Hein. Une infection à gono ou à chlamydia dans la gorge, à gonocoque ou à chlamydia dans la gorge, voire au niveau anal, dans la majorité des cas, ne donne pas d'infection. Pourquoi ? Parce que une infection de ce type-là donne du pus, donc un liquide qui coule un peu, mais dans la gorge, c'est mélangé à la salive, c'est mélangé à tout, et en règle générale, on ne sent rien. Pareil au niveau anal, en règle générale, on ne sent pas grand-chose. Au niveau génital, au niveau de la verge, là, par contre, le tuyau étant beaucoup plus petit, dès qu'il y a un peu de pus qui se développe là-dedans, tout de suite, on le voit. Soit ça coule, soit ça fait mal quand on urine. Donc, ne pas avoir de symptômes ne veut pas dire qu'on n'a pas d'infection. Pareil pour la syphilis. La syphilis, on peut l'avoir avec un bouton mal placé, dans la gorge, dans l'anus, sur la verge. Mais le bouton n'est pas douloureux. Donc, s'il est coincé au fond de la gorge ou au fond de l'anus, on va pas le sentir. Ça ira pas, quoi. Le bon réflexe, je rappelle, si on est un homme qui a des rapports sexuels avec d'autres hommes et qu'on a plusieurs partenaires, le réflexe, c'est tous les 3 mois, je me fais dépister, symptômes ou pas. Exactement. C'est un peu l'idée. C'est ça la périodicité qu'on recommande. Et donc de choper ce qui est de détecter ce qui est asymptomatique. Tout à fait. Pouvoir traiter pour pas le passer à mes partenaires. 4e préjugé, les mecs qui prennent la PrEP comme Guillaume sont des nids à IST. Aussi, j'aurais pu dire, Guillaume est un nid à IST. Puisque je prends la PrEP, moi, Guillaume, suis-je un nid à IST ? Mais pas du tout, Guillaume. Non. Il y a 2 études qui l'ont montré. En fait, il y a pas mal de détracteurs. La PrEP, c'est ce médicament que tu prends en prévention pour ne pas être contaminé par le VIH autour du rapport sexuel. Et il y a pas mal de détracteurs qui disaient, puisque les gens prennent la PrEP, ils arrêtent de porter le préservatif, la PrEP ne protégeant que du VIH, ça fait exploser le taux d'IST, c'est une vraie épidémie. Et ça, c'est pas vrai, les études le montrent. Oui. Les IST augmentaient déjà avant l'arrivée de la PrEP en France. Donc, il y avait déjà un relâchement des comportements, probablement, et une augmentation des IST. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a plus d'IST maintenant, mais parce que la population de gens qui prennent la PrEP se font plus dépister. Donc, quand on cherche, on trouve. Mais avant, peut-être que les gens étaient porteurs d'IST, mais ils étaient porteurs asymptomatiques, on vient d'en parler, et donc ne se faisaient pas dépister, et donc on ne trouvait pas les IST. Donc, et statistiquement, comme tu l'as dit, les études n'ont pas montré que les IST augmentent plus chez les PrEPeurs. Les études parlent aussi, puisque tu es sous PrEP, tu vois ton ou ta médecin généraliste tous les 3 mois, et donc tu as accès à un professionnel de santé, à des recommandations, à de l'information qui rend les PrEPeurs, les gens qui prennent la PrEP, plus sensibilisés à tous ces sujets médicaux. C'est au final des gens qui prennent soin de leur santé sexuelle de cette façon-là, avec cette stratégie-là. Tout à fait, oui. Le fait de voir un médecin, ça permet d'être mieux informé et au fait de comment se prévenir aussi et de comment prendre soin de sa santé. Sachant que la PrEP n'est pas la seule stratégie de prévention que quelqu'un peut choisir pour sa santé sexuelle. Non, mais j'aimerais te confier quelque chose que je vois de plus en plus en consultation sur justement cette peur des IST et de personnes qui ne souhaitent pas prendre la PrEP parce qu'ils se disent « mais si je prends la PrEP, je vais être un nid à IST et ça va circuler ». Et donc, ils préfèrent continuer le port du préservatif pour la pénétration anale. Et c'est tout à fait entendable et souhaitable s'ils le souhaitent. Chacun sa stratégie de prévention. Mais moi, je les interroge sur les rapports orogénitaux et oro-anaux. En clair, bouffer un cul ou tailler une pipe. Dans la majorité des cas, il n'y a pas d'utilisation de préservatif. Donc, si on a peur des IST,
pourquoi on en a peur pour un rapport anal et pourquoi on n'a pas peur pour un rapport orogénital ou oro-anal. Donc, en fait, ça n'a pas de sens. Et c'est pour moi, là, il y a de gros trous dans la raquette de la prévention, enfin, du risque de contamination des IST. C'est-à-dire que si on a peur des IST, il faut se protéger partout, tout le temps. Ouais. Mais pas juste pour la pénétration anale, ça n'a pas de sens. Donc, même si on utilise des préservatifs, pour la pénétration anale, il faut quand même se faire dépister tous les 3 mois parce que, sauf à n'avoir que comme pratique sexuelle la pénétration anale, y a plein d'autres façons de choper des IST. Ouais, très bon point. Cinquième préjugé, faire un dépistage me demande trop de temps et d'efforts. Faut aller chez le médecin pour choper une ordonnance, puis au labo, puis aller récupérer les résultats, etc. J'abandonne. Il y a quand même pas mal de gens. Après, ça dépend où tu habites aussi. Là, on parle en tout cas en France. Qu'est-ce qu'on dit à ça ? On dit cette bonne nouvelle depuis début septembre. Ouais, on peut parler du nouveau dispositif là qui est mis en place en France, au labo sans ordo, c'est-à-dire que sans ordonnance, on peut se présenter dans n'importe quel laboratoire, n'importe où en France, pour faire un dépistage des IST. Il y aura un micro-entretien avec le biologiste qui va déterminer quels dépistages sont à faire. Et en route Simone, on fait le dépistage immédiatement et on reçoit les résultats, comme d'habitude dans les labos, en moins de 48 heures par Internet. Donc, il n'y a même pas besoin de se déplacer pour aller chercher les résultats. Et ça, si on a moins de 26 ans, c'est totalement gratuit. Ouais. Et si on a plus de 26 ans ? C'est pris en charge par la sécurité sociale, donc il y aura probablement une petite avance de frais à faire et un remboursement par la Sécu et la mutuelle. Sauf pour le VIH, ça c'est pour tout le monde totalement gratuit. Depuis plus de 3 ans, c'est totalement gratuit de faire un test uniquement VIH dans n'importe quel labo, pareil, sans ordo, sans rendez-vous. En France. Et donc pour bien répéter, t'as pas besoin d'ordonnance. Enfin, moi j'avais pas compris en fait au début, j'étais là, en quoi c'est une nouveauté ? C'est qu'en effet, normalement t'es censé avoir une ordonnance de ton médecin généraliste pour après. Donc là, plus besoin d'ordonnance. Un petit coup de cocorico. En fait, je discute avec des auditeurs au Canada et en Suisse, et c'est une galère. En Suisse, c'est extrêmement coûteux. Enfin, je suis un peu redescendu de mon nuage tu vois, de la santé en France. Je me disais que c'était cool, mais je voyais pas. Mais en fait, c'est assez incroyable notre système français. Ouais. Et la PrEP 100% remboursée et ces dépistages gratuits. Donc ça, c'est super chouette. Pour les moins de 26 ans, c'est totalement gratuit. Ouais. Tu l'as déjà dit, pardon. Totalement gratuit. Il n'y a même pas d'avance de frais. Ça concerne VIH, hépatite B, syphilis, gonorrhée, chlamydia. Ok. Et il faut préciser au biologiste que sur quel site on veut le faire en fonction de sa sexualité. Le site, c'est la anus. Gorge, urine et anus. Oui, tu penses que oui, c'est-à-dire si tu te fais pénétrer et ou fellation. Ouais. Faut que le biologiste ne fasse vraiment les 3 sites en fonction de ses pratiques sexuelles. Il faut pas juste 3 sites, c'est quoi le 3e ? Gorge, urine, anus. Il faut juste pas qu'il présuppose que la personne qu'il a en face de lui est hétérosexuelle et qu'il n'a que des rapports pénétratifs. Voilà, il faut juste, faut quand même dire aux biologistes ce qu'on veut. Enfin, j'espère que les biologistes vont bien faire le boulot, mais et j'en doute pas, c'est des professionnels consciencieux, mais faut quand même, si c'est pas le cas, insister pour faire les prélèvements là où il faut les faire. Ouais. Préjugé 6, je dois avoir un problème. J'ai une IST à chaque dépistage, Thomas. C'est pas moi qui parle, mais j'ai rajouté un petit Thomas pour. Ou bien l'inverse. Alors, et c'est d'ailleurs toi qui m'as dit ça. T'as eu un patient qui a dû te dire ça. Je dois avoir une super protection. Je ne chope jamais rien. Est-ce qu'il y a donc des corps qui sont plus enclins à choper de l'IST par rapport à d'autres corps ? Non. Il y a rien qui a été prouvé qui montre qu'on a une protection ou une immunité naturelle contre les IST ou une disimmunité qui ferait qu'on choperait toutes les IST. C'est la faute à pas de chance. Et les IST, heureusement, quelles qu'elles soient, c'est pas parce qu'on les rencontre qu'on va être contaminé.
C'est pas parce qu'on rencontre une IST qu'elle va rentrer dans le corps. C'est pas parce que quelqu'un est porteur d'une IST qui va systématiquement la transmettre. C'est pas parce qu'elle rentre dans le corps qu'elle va se transformer en infection, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir être éliminée spontanément par le corps. C'est pas parce qu'elle est dans le corps qu'elle va faire une infection visible. Voilà. Donc c'est pas. Et même si elle fait une infection, le corps. S'il n'a pas pu l'éliminer au tout début, va pouvoir la combattre. On a un système immunitaire qui est incroyable, qui est capable de combattre les infections et qui va pouvoir éliminer l'infection spontanément. Donc, c'est pas parce qu'on n'a jamais d'IST qu'on a un super pouvoir, et c'est pas parce qu'on a toujours des IST qu'on est faible. En fait, c'est juste la faute à pas de chance. La faute à pas de chance, préjugé numéro 7. Non, mais si j'ai une IST, c'est un peu ma faute. Non, je l'ai cherché. Ne suis-je pas une salope, Thomas ? Et en vrai, ça je le dis avec un clin d'œil, mais j'en ai parlé autour de moi, à des auditeurs, à des amis, et moi dans mon groupe WhatsApp de potes gays, à chaque fois qu'il y a un de nous qui a une IST, ça vient quand même, c'est rare, et pour autant, même si c'est rare, bon ça peut être rare plus ou moins, mais en tout cas on s'en fout de la fréquence, mais à chaque fois, ça remonte un petit peu de honte. Moi je ressens un peu de honte. Je me dis, je me ressens de la honte. Voilà. Est-ce qu'on dit quoi à ça ? C'est psy, ça, hein, c'est psychologique. On dit, pour ceux qui ont la ref, ce n'est pas sale. Je l'ai pas, moi. C'est quoi la ref ? C'est une vieille ref d'une émission de radio. Ok. Laquelle émission de radio ? Attends, non, moi je veux plus de détails. Je me souviens pas. Je me demande si c'est Doc Eddie Fool ou si c'est encore plus ancien. Sur Skyrock ? Ouais. Ouais, il y a ce truc avec la sexualité sale, et notamment une sexualité libérée. Si j'ai des multiples partenaires, c'est un peu sale. On reste quand même, je trouve, assez... Moi, je me sens très influencé par une société qui me dit « Ah ouais, t'as couché avec 2 mecs cette semaine ?» Et c'est dans ma tête, hein. Bah oui. Et l'IST, elle est le marqueur de cette sexualité assumée et libre, mais elle vient rappeler que la sexualité, parfois, elle peut comporter quelques risques d'être contaminé par une IST. Donc, je ne sais pas pourquoi on a honte dans ces cas-là, alors qu'il ne devrait pas y avoir de honte. C'est juste qu'on a vécu un bon moment et que ce bon moment, il est risqué, parfois. Moi, là, j'ai un rhume, j'ai pas honte. C'est marrant, tu vois. Alors qu'il y a sûrement quelqu'un qui te l'a transmis, ce virus du rhume. Ouais, c'est ça, ouais. Il vient de quelque part. Ouais. Pareil pour l'IST, et pour autant... mais c'est lié à... Tu viens de le dire, à la honte liée à la sexualité. Ouais. C'est quand même toujours mieux d'être monogame, de ne voir personne d'autre, d'être dans un couple fermé. C'est ce que la société nous renvoie. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui allège ça pour moi, à la fois, c'est et je l'ai déjà dit sur le podcast, les gens qui font du sport à haut niveau ou qui font du sport tout court régulièrement et qui se blessent, n'ont pas honte de se blesser si ça devait arriver, et surtout, ils ont en place une stratégie pour pas se blesser, quoi. Et moi, je trouve que ma sexualité a vachement changé quand, je me suis dit, sur le chemin, je peux en effet me choper des trucs, c'est relou, c'est vraiment pas des moments cool, hein, quand t'as une chlamydia et que t'as ton cul en feu. En tout cas, moi, c'était rarement asymptomatique, comme on disait. C'est pas un cool moment. Et à la fois, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir le lien avec ma médecin généraliste qui... alors, c'était à l'époque, c'était avant septembre, il n'y avait pas encore les dépistages directement dans les labos. Mais donc, elle m'avait fait, et ça, c'est un conseil même en dehors de France qui peut être utilisé, j'avais toujours une ordonnance de prévention pour que, au moindre symptôme, je puisse, sans prendre rendez-vous avec elle, immédiatement aller faire un dépistage. Bien sûr. Et donc... le fait de savoir ce que je fais si j'ai un symptôme, de savoir que j'ai à la fois des amis, c'est bête, hein, mais des amis avec qui dire « Ah putain, il y a ça qui s'est passé ». Bon, j'en ai eu 3 en tout. Hein. Mais de pas être tout seul, en fait, avec mon IST, en vrai, c'est pas un détail pour moi. Et du coup, des copains qui me font « Bah ouais, ça arrive, c'est ok, qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Et on compare un peu nos symptômes. Et à la fois, une médecin... avec qui on en a déjà parlé, hop, je vais faire mon dépistage, je prends rendez-vous avec elle directement, et hop, elle s'est vite
tu vois, me soigner. Et ça a changé aussi mon rapport à ma sexualité. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu un patient il y a quelques jours qui venait parce qu'il avait des symptômes. On a fait les dépistages, tout est revenu négatif et ça s'est guéri spontanément. Est-ce que donc c'était ni chlamydia ni gonocoque, peut-être que c'était autre chose. Et puis il y a eu une guérison spontanée. Donc parfois aussi la nature est il y a eu une sorte d'inflammation, on ne sait pas forcément ce qui se passe, c'était au niveau génital dans son cas, et puis spontanément c'est passé. Donc il y a des fois où la nature fait bien les choses quand même. Ouais. Préjugé suivant, je suis clean. J'ai fait un bilan complet il y a quelques semaines. Et là tu fulmines. Oui, je déteste ce terme. Ouais. En fait, je déteste ce terme pour plein de choses. Déjà parce que avoir fait un bilan complet il y a quelques semaines ne veut pas dire qu'on n'est pas porteur d'IST. Répète ça, parce que je pense qu'il faut que ça rentre. D'accord. Avoir fait un bilan complet hier ne veut pas dire qu'on n'est pas porteur d'IST aujourd'hui. Le bilan d'hier est une photo de notre statut d'IST d'il y a... d'il y a une semaine pour le gono, 15 jours pour le chlamydia, 6 semaines pour le VIH et la syphilis. Donc en fait, tout ce qui s'est passé entre aujourd'hui et il y a 6 semaines peut potentiellement avoir été contaminant pour la syphilis ou aujourd'hui il y a 15 jours pour le chlamydia. Donc soit on n'a rien fait pendant les 6 dernières semaines, on fait un test aujourd'hui, il revient intégralement négatif et oui, on peut dire que on n'est pas porteur d'IST, plutôt que dire qu'on est clean, soit on peut rien dire en fait. Le terme ne veut rien dire. On est toujours dans ces fenêtres d'incubation où potentiellement on est porteur d'une IST sans le savoir, qu'elle est en train de se développer et de s'installer dans le corps potentiellement. Clean, ça veut dire propre et c'est problématique aussi parce que ça vient continuer à colporter ce dont on parlait juste avant, qui dit que une IST, ça serait être sale. C'est aussi ça le souci et l'invitation à changer de terme. Ça veut dire être sale, donc ça veut dire qu'on a honte parce que quand on est sale. Et puis plus globalement, être clean, c'est assez sérophobe aussi. Parce que, on va pas se mentir, ça vise surtout le VIH. Et quelqu'un qui est porteur du VIH, il n'est pas sale. Ouais. Il est juste porteur du VIH. Et donc... pour quelqu'un qui est porteur du VIH, entendre ce mot-là, est-ce que tu es clean, ça renvoie à son infection, enfin l'infection dont il est porteur, et ça peut être très très violemment perçu. Donc ça n'a pas de sens de demander à quelqu'un s'il est clean, déjà parce que il va bien pouvoir vous répondre ce qu'il veut. Et souvent les gens, même en bonne foi, peuvent dire qu'ils sont non porteurs d'une IST alors qu'ils le sont. Ils peuvent vous répondre et vous mentir. Assumez-vous, quoi. Assumez le risque que la sexualité comporte. Et prenez votre prévention vous-même en charge. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'avoir une IST, mettez-vous en couple monogame et fermez. Sinon, c'est toujours à risque d'avoir du sexe. Et en plus, on en a parlé en début d'épisode, le risque, il est minime. Je veux dire, c'est pas grave d'avoir une IST. Donc, c'est pas vers l'autre à qui il faut se tourner parce que l'autre, il va pouvoir vous répondre plein de choses, mais des choses qui ne vont pas vous renseigner sur le risque d'IST. Face au risque de contracter le VIH, je préfère coucher avec un mec qui me dit qu'il est séronégatif qu'un mec séropositif. C'est un peu en lien d'ailleurs avec ce que tu viens de dire. Ouais, on se dit... non, moi je suis, tu vois, sur le profil il y a marqué séronégatif et versus quelqu'un au contraire qui indique sur son profil qu'il est séropositif. Alors moi la question que j'ai envie de poser c'est séronégatif depuis quand ? De quand date ton dernier test ? Et puis entre ton dernier test et 6 semaines avant, puisque je vous rappelle c'est le délai d'incubation, est-ce que tu n'as pas pris de risque ? Donc, vous voyez, il y a ça qui entre en jeu, c'est-à-dire il y a toujours cette notion de période d'incubation. Donc, quelqu'un qui est séronégatif, oui, il était séronégatif au dernier test. Ok, ça, on en est sûr. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé depuis. Alors que quelqu'un qui est séropositif et sous traitement ne transmet pas le VIH, quoi qu'il arrive.
C'est-à-dire que les études, des centaines de milliers de rapports ont prouvé que entre deux personnes sérodiscordantes, donc quelqu'un de séropositif, c'est quelqu'un de séronégatif, qui ont des rapports non protégés, à partir du moment où la personne séropositive est sous traitement et indétectable, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de virus circulant dans son sang, le virus est toujours dans le corps, mais il est caché, il ne peut plus circuler parce que les médicaments sont tellement efficaces qu'ils l'empêchent de se développer. Donc, à partir du moment où il est indétectable, il ne transmet pas le VIH. Et ça, c'est une révolution. Et c'est pour ça qu'on traite maintenant tout le monde, toutes les personnes séropositives qui sont dépistées, on les traite dès le premier jour, parce qu'il y a un bénéfice très clair pour les personnes séropositives à être traitées le plus tôt possible, mais il y a aussi un bénéfice très clair pour leurs partenaires, c'est-à-dire que dès qu'ils sont indétectables, au bout de 6 mois d'indétectabilité, ils ne transmettent plus le VIH. Donc, en termes de santé publique et de diffusion du VIH, il faut traiter les gens le plus tôt possible. Donc, une personne séropositive sous traitement, d'une certaine façon, on est sûr qu'elle ne transmettra pas le VIH. Ouais. Une personne séronégative, est-ce qu'elle est toujours séronégative ? Ouais. Est-ce qu'elle n'est pas séro-interrogative ? Et on est d'accord que les études sur I égale I, indétectable égale intransmissible, ce que tu viens d'expliquer, c'est pas genre 1 cas sur 1000 peut quand même, c'est vraiment 100%, c'est-à-dire 100%. Les études, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de mais il y a encore un possible petit risque, 0. C'est 100%. Merci Thomas. Est-ce que tu penses à une dernière chose ? Oh bah oui, on peut finir sur ça. J'ai un dépistage positif et si j'avertis mes partenaires passés, ils vont mal le prendre et penser que c'est ma faute. Ouais. C'est pas évident ça, d'envoyer les textos. Je sais pas si c'est vraiment un préjugé ça, mais en tout cas, si c'est un préjugé. Les gens se disent, si je dis à mon partenaire, moi j'adore. Moi, Guillaume, et c'est ma toute petite opinion. Moi, quelqu'un qui me dit, bon, désolé, j'ai fait un test, j'ai eu ça positif, check. J'ai grave envie de recoucher avec lui parce que je me dis, voilà quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui prend soin de la mienne, qui se tient informé. Génial. C'est une notion, c'est du respect, non ? D'aller informer les autres qu'on a une IST. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de pas le faire. Mais pas genre volontairement en mode... Mais c'est plus, je me souviens, la dernière fois que j'ai eu une chlamydia, je me dis, ah tiens, faut que je vérifie avec qui j'ai eu un rapport sexuel. Et donc je me souvenais de la personne il y a, je sais plus, 1 semaine. Et après, j'ai arrêté d'y penser. Mais donc il y a peut-être quelqu'un il y a 2 semaines auquel j'ai... Et en fait, j'avais pas honte, mais j'étais là, putain, ça saoule et tout, d'envoyer ce texto. Puis en plus, parfois, les gens, ils réagissent un peu... J'ai déjà reçu des messages en mode on me culpabilise. Mais est-ce qu'on a envie de recoucher avec des gens qui nous culpabilisent parce qu'on a une IST ? Est-ce que c'est vraiment des gens bien ? Je veux dire. Ouais, en tout cas, tu disais c'est une question de respect d'informer ses partenaires. Moi, je reconnais que c'est pas toujours évident. Alors que C'est pas évident. Il y a des dispositifs qui existent qui permettent d'envoyer de façon anonyme un texto à la personne. Ah ouais ? Ouais. Donc, il faut avoir le numéro de téléphone de la personne et via une plateforme, on envoie le texto. La plateforme envoie un texto anonyme, donc pas avec son propre numéro. Ok. Donc, c'est une méthode pour informer les autres. Je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on veut que les IST diminuent, il faut aussi peut-être s'informer les uns les autres que les IST circulent pour que les gens se fassent dépister et traiter. Parce que l'IST que vous avez attrapé, que j'ai attrapé et qui est toujours chez l'autre, si l'autre n'est pas au courant, il va la donner à un tel, qui va la donner à un tel, qui va donner à un tel. Et même si je recouche plus avec le premier, elle va me revenir en boomerang parce que je vais coucher avec un autre. Voilà. Donc, c'est aussi ça l'intérêt, l'objectif de prévenir, c'est que de prévenir ses partenaires, c'est que on peut tenter de diminuer la fréquence des IST dans la population. Bah ouais. Non, mais je regrette mon mauvais comportement. Il m'est arrivé une autre fois où mon partenaire a complètement paniqué. Et je me suis retrouvé... Et c'est pas forcément mal, mais je me suis retrouvé à devoir vraiment l'aider à avoir accès à une bonne information. Enfin, il s'est mis à dire n'importe quoi. Et j'ai essayé de lui dire, tu sais,
Enfin, j'ai fait un podcast dessus et tout. Enfin, vraiment. Et donc, je lui ai envoyé des liens et tout, parce qu'on est d'accord qu'il peut ne pas me faire confiance. Mais peut-être que en fait, contacter ses partenaires, ça peut être aussi un geste pour les aider à se sensibiliser à ce sujet-là. Et en effet, avoir une conversation un petit peu difficile, quoi. Mais je lui ai même dit, il ne voulait pas aller se faire dépister. Ouais. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi tout ça, c'était par texto. Je lui ai même proposé qu'on aille se faire dépister ensemble. J'arrivais pas du tout à comprendre sa panique. Puis après, il m'a ghosté. Bon. Il y a la question aussi dans ces histoires d'informer le partenaire de l'œuf ou la poule. Qui a contaminé qui ? Ah ouais. On ne sait jamais. On ne sait jamais qui... Parce que celui qui s'est fait dépister et qui est dans une démarche de recherche d'informations et de prendre en soin de sa santé, lui, il a l'information. Mais est-ce que c'est pas forcément lui qui a transmis à l'autre ? C'est peut-être moi, en fait. C'est peut-être l'autre qui l'a transmis. Ouais. Donc voilà, on ne sait jamais dans quel sens c'est allé. Et on pourra jamais le savoir. Et c'est pas, il y a des façons de le savoir en fonction de avec qui on a couché, ce genre de choses. Si on retrace l'historique, mais est-ce que c'est ça qui est vraiment important ? Donc informer l'autre, ça veut pas dire c'est moi la salope, c'est moi qui t'ai transmis quelque chose, ou c'est toi qui m'as contaminé, je t'en veux. Ouais. C'est juste informer l'autre pour que l'autre puisse prendre en charge sa santé et aller bien et ne pas transmettre d'IST à d'autres non plus. Donc, je crois... Ça veut dire ça aussi quand même quand on avait parlé de honte, de je suis une salope. Quand on informe l'autre, parfois on est plus vulnérable, on s'ouvre un peu en disant j'ai une IST. Qu'est-ce que ça veut dire de ma propre sexualité ? Donc, c'est compliqué d'informer, mais je pense que c'est nécessaire. Il faut le faire. Merci Thomas. Merci Guillaume. À moins que tu aies une dernière bafouille. Sauf qu'on attend les retours des auditeurs pour qu'ils nous posent d'autres questions, d'autres préjugés. On fera un épisode 2 peut-être. Mais avec grand plaisir. Non, c'est vrai. Les gens peuvent soit aller sur le site du podcast, dans l'onglet témoigner, tout en haut, il y a un hyperlien hotline où les gens peuvent soumettre leurs questions de façon complètement anonyme. Et après, moi, je te l'envoie à toi, Thomas, et on y répond dans un épisode. Ou bien, ils m'envoient un message vocal ou un message sur WhatsApp. Mon numéro, c'est 06 61 61 57 36. Merci, Thomas. Merci, Guillaume. Bonne journée. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp.
Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.